Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les participants avec nous ce soir. Je vous remercie d'avoir bien sûr accepté, d'abord Francis Wolff, d'avoir accepté mon invitation de venir parler pour la deuxième fois dans ce séminaire. Et je vous remercie tout le monde qui a eu la gentillesse de se connecter ce soir pour écouter Francis et pour discuter avec lui, bien sûr. Alors, cette conférence sera donnée dans le cadre d'un séminaire que nous avons appelé les rencontres d'Al-Mukhatabet. Al-Mukhatabet, c'est une revue trilingue qui est publiée en Tunisie depuis une douzaine d'années maintenant. C'est une revue trilingue. On publie des articles d'abord de logique, d'épistémologie, de philosophie des sciences, du langage et la philosophie qu'on appelle analytique ou post-analytique aujourd'hui, en trois langues, l'arabe, le français et l'anglais. Et nous sommes maintenant au numéro 56 qui sortira à la fin de cette année, qui va publier un numéro spécial sur les théories du langage et la philosophie analytique en Afrique, et notamment en Afrique. Donc, c'est dans ce cadre-là, et par rapport à la publication de cette revue, que nous avons mis en place ce séminaire de conférences et d'échanges. Et bien sûr, on a appelé les rencontres parce qu'un peu, un peu, c'est un mot très, un mot-clé en philosophie, je pense. Et c'est cette rencontre, la rencontre qui est le plus, peut-être l'élément le plus important en philosophie, le fait de rencontrer, d'écouter et bien sûr de discuter, d'échanger et d'argumenter. Alors, j'ai le plaisir, l'honneur ce soir de donner la parole à Francis Wolff. Francis Wolff, comme j'ai dit la dernière fois, il est très connu parce que vraiment, c'est quelqu'un qui, je ne dis pas vraiment, c'est pas, je fais pas de compliments à Francis, mais c'est vraiment, il incarne vraiment ce qui est positif en philosophie, cette capacité toujours de questionner, de poser des questions et de décortiquer un petit peu et de problématiser. Je pense qu'on aura toujours besoin de la philosophie parce qu'on a besoin de ça, toujours de revenir sur les problèmes, de les analyser et de questionner un peu les choses. Et c'est quelque chose qui est tout à fait inhérente tout parcours de savoir, hein, scientifique, etc. Donc, bien sûr, je vais présenter rapidement Francis Wolff. C'est un professeur émérite à l'École normale supérieure à Paris. C'est un philosophe. Il a publié beaucoup de livres, d'articles et surtout, il a animé pendant de longues années un grand séminaire qui est toujours, je dirais, je répète, un modèle pour moi de discussion, d'échange philosophique qui est toujours, je crois, les lundis de la philosophie à l'École normale supérieure. Il a invité beaucoup de monde et je crois qu'on apprécie toujours chez Francis, cette capacité toujours d'être à l'écoute et de questionner un peu tout ce qu'on peut poser, qu'on peut élaborer comme cette question philosophique. Alors, ce soir, Francis Wolff va nous parler de la vie. Il va essayer de donner peut-être, selon son regard à lui, une définition de la vie, ou va tenter de définir la vie. Donc, le titre de sa conférence est Comment définir la vie? Je lui donne la parole pendant une heure. Et ensuite, on aura la chance de discuter avec lui. Euh, voilà. C'est à vous la parole, Francis. Eh bien, merci Hamdi, c'est ton prénom, C'est Hamdi? mon prénom, Hamdi, mon nom, c'est Mlika. D'accord, merci Hamdi de me donner pour la deuxième fois la parole. Je parlais de la question du temps, euh, et c'était à propos de mon dernier livre qui s'appelle Le temps du monde. Et plus particulièrement, j'avais centré sur la question de l'existence, je crois, un nœud de problème philosophique. Alors là, Le, mon intervention va être centrée sur le thème de mon dernier livre, alors que je vais montrer face à la caméra, je ne sais pas si on le voit, qui s'appelle La vie a-t-elle une valeur, qui est un livre qui est paru au début de cette année 2025 chez un petit éditeur qui s'appelle Philosophie Magazine. J'avais qui est essentiellement connu pour ce magazine grand public, mais assez sérieux parce que il fait appel en général à des vrais philosophes pour des articles de fond. Et ce magazine m'avait demandé, il y a 2 ans, d'inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appellerait Essai libre sur le sujet de mon choix.
Et c'est le sujet que j'avais choisi. La vie a-t-elle une valeur? Je vais expliquer pourquoi. Et voilà, il y a à peu près un an et demi, à la suite de cet article, l'organisateur, les rédacteurs, les directeurs de cette revue m'ont demandé si j'acceptais d'en faire un livre pour une collection qui porterait le même nom, et c'est libre dans lequel il était prévu que ce soit le premier volume. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de deuxième volume paru dans cette collection, mais voilà, j'étais content euh, d'inaugurer cette série, cette collection, pour un public qui n'est pas, comme certains de mes livres, notamment Le Temps du Monde, qui était un livre assez exigeant, centré sur des questions métaphysiques et plus particulièrement de métaphysique analytique. Là, c'est un livre qui est entre les deux, qui n'est pas destiné exactement à des philosophes professionnels, mais qui n'est pas non plus tout à fait grand public. C'est un peu un livre entre les deux. Et le thème que je vous propose sur la définition de la vie est en grande partie tiré du premier chapitre de ce livre qui est consacré à la question de la valeur et des rapports entre la valeur et la vie. Alors, je voudrais partir non pas de la vie elle-même, mais de quelque chose que à peu près tout le monde connaît, qui est la question de ce qu'on appelle le sophisme naturaliste. Alors, ce qu'on appelle le sophisme naturaliste, c'est un sophisme qui a été dénoncé par David Hume dans le traité de la nature humaine, livre 3, partie 1, section 1. D'ailleurs, le titre, le nom, sophisme naturalisme, n'est pas de David Hume lui-même, il est de George Moore, qu'il a ainsi baptisé dans ses Principia Ethica de 1903. En tout cas, la question n'est pas là. Je rappelle ce que l'on entend par le sophisme naturaliste. Il s'agit du fait que signale David Hume d'un glissement illégitime qui est souvent opéré par les gens qui traitent de morale, dit-il. Ils font, je cite en substance, le constat factuel de ce qui est, et quelques phrases plus loin, ils ont conclu indûment des propositions sur ce qui doit être ou ce qui vaut. Ainsi, un phénomène, un comportement ou une conduite sont dans un premier temps jugés naturels et on en conclut, par exemple, qu'ils sont bons. Mais ce que montre évidemment facilement Hume, c'est que du fait que un comportement ou une conduite est naturelle, on ne peut pas déduire si elle est bonne, s'il est bon ou s'il est mauvais. Définir un phénomène naturel, c'est dire ce qui est, ce n'est pas dire ce qui vaut ou ce qui doit être. Bon, alors je pars de ce sophisme naturalisme. Et pourtant, je me propose dans ce qui suit de montrer qu'il est parfois légitime de déduire une valeur d'un fait naturel. J'entends montrer qu'il est possible, qu'il est peut-être même nécessaire de définir le phénomène naturel par excellence, la vie, en recourant à la notion de valeur. Le simple fait de la vie inclut ou inclurait nécessairement l'idée de valeur. Et la notion de vie étant morale, il serait possible, dans cette hypothèse, d'en tirer quelques conséquences normatives. Mais ce ne sont pas celles qu'on croit, car un autre sophisme nous guette, ce que nous verrons. Alors, je pars de la problématique classique maintenant face à la question qui va m'occuper maintenant, une question de définition. Qu'est-ce que la vie? J'entends me placer du point de vue d'un philosophe généraliste que je suis, et je n'entrerai qu'avec prudence dans des questions de
théorie ou de philosophie de la biologie. J'en parlerai un tout petit peu, mais sans avoir peut-être toutes les compétences d'un spécialiste. Alors je vais tenter dans un premier temps de définir la vie. Évidemment, par la vie, je n'entends pas l'existence individuelle, ma vie au sens biographique, ni au sens qu'il a pris ou qu'il peut prendre dans les philosophies de l'existence, les phénoménologies ou la phénoménologie ou l'existentialisme. J'entends là uniquement un processus biologique qui caractérise une classe d'êtres naturels qu'on appelle les êtres vivants. Alors, comme on sait, l'histoire de la philosophie depuis l'Antiquité, pour prendre des points de repère, d'un côté Platon, Aristote, d'un autre côté Démocrite et Épicure, l'histoire de la philosophie a été traversée par une opposition qu'on résume en général entre deux conceptions qui répondent à la question non pas exactement qu'est-ce que la vie, mais de quoi est faite la vie. Et il y a d'un côté les réponses des philosophes qu'on a coutume d'appeler mécanistes, et d'un autre côté les réponses des philosophes dits vitalistes. Les premiers, dont le plus célèbre est Descartes, définissent la vie en termes purement physico-chimiques, en tout cas dans le cas de Descartes, en termes purement physiques. Les seconds, dont le plus célèbre est Aristote, insistent sur le fait que la vie suppose l'émergence de propriétés ou de fonctions irréductibles à la simple matière physique, comme par exemple l'auto-organisation ou la téléologie immanente. Alors, je rappelle ce débat parce que c'est souvent à ce débat que l'on réduit la question de la définition de la vie et que je n'entrerai pas ici, ou seulement indirectement, dans ce débat, ni dans l'exposé des philosophes contemporains qui se sont efforcés de dépasser cette opposition, et je pense, même si on pourra en parler après, à des philosophes comme Georges Canguilhem, Hans Jonas en Allemagne ou Francesco Varela. Si je l'évoque encore une dernière fois, cette grande coupure, c'est simplement pour signaler que je crois que personne aujourd'hui ne peut dire que le débat est clos. En effet, au siècle dernier, la question avait semblé réglée en faveur des mécanistes, si je puis dire, avec le développement de la biologie moléculaire et la découverte de l'ADN. Je rappelle que l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, est une macromolécule biologique, mais qui est présente dans pratiquement toutes les cellules ainsi que dans de nombreux virus. L'ADN contient toute l'information génétique, qu'on appelle le génome, permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. Elle a été découverte en 1953 par James Watson et Francis Crick, publiée dans la revue Nature, et ça a révolutionné la biologie et la médecine. Ils ont démontré ce qu'on appelle la structure à double hélice de l'ADN, permettant de comprendre l'ensemble du fonctionnement génétique d'êtres vivants. Et on s'est dit à ce moment-là, au milieu du siècle dernier, puisqu'il existe au niveau des molécules chimiques même de tout être vivant une information donc, qui est constituée uniquement de molécules chimiques, constituant son programme génétique et transmise de génération en génération, les conditions de la vie semblent déjà réunies au niveau moléculaire, pensait-on. Donc, le réductionnisme physico-chimique avait triomphé. Alors, évidemment, un siècle, pas tout à fait un siècle, mais enfin, trois quarts de siècle plus tard, la question ne semble pas réglée, et d'après les spécialistes, il y a de bonnes raisons à cela. J'en citerai deux, semble-t-il.
Euh, on accorde de plus en plus aujourd'hui, semble-t-il, les gens qui cherchent à définir la vie du côté de la biologie, sur le rôle de, non pas de l'ADN, mais de l'ARN. Bon. Euh, C'est-à-dire, certains essayent de définir un monde vivant d'avant le vivant, c'est-à-dire d'avant l'apparition sur Terre de l'ADN. Et ce qu'on appelle le monde ARN suggère que cette molécule, qui est capable à la fois de stocker l'information et de catalyser des réactions, aurait précédé l'ADN dans l'évolution de la vie et que son étude éclairerait des mécanismes fondamentaux de l'apparition de la vie. Bon, alors, il y a une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des biologistes qui s'intéressent à la définition de la vie travaillent sur ce qu'on appelle l'exobiologie ou l'astrobiologie, c'est-à-dire savoir s'il y a de la vie sur d'autres planètes que la Terre. Et pour cela, il faut évidemment travailler sur l'hypothèse dans laquelle il y aurait des êtres vivants qui ne seraient pas constitués de la même matière physico-chimique que celle que l'on trouve sur la Terre. Bon, bref, je passe sur ces questions pour dire tout simplement que le problème n'est pas réglé. Autrement dit, que la question mécanisme ou vitalisme, comme rebondit sans cesse de siècle en siècle. En tout cas, mon approche de la définition de la vie sera tout à fait différente. La question que je pose est, si je puis dire, antérieure à la question de savoir de quoi les êtres vivants sont faits. S'ils ne sont faits que de matière physique et chimique, en un sens, tout le monde peut s'accorder sur cette cause matérielle, mais y a-t-il aussi quelque chose qui fait leur spécificité, à quoi on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas réduire à des effets purement physiques ou chimiques? La question, je le répète, n'est pas celle que je vais traiter. Ce qui me paraît déterminant, c'est de distinguer les points de vue qu'on peut avoir sur la définition de la vie. Car a priori, et je crois que le philosophe doit au moins se poser d'abord cette question, qu'est-ce qu'on veut définir quand on dit qu'on veut définir la vie? Et il y a au moins deux méthodes. En fait, je vais montrer qu'il y en a trois. Il y a au moins deux méthodes pour définir la vie, selon qu'on la considère comme la caractéristique des êtres vivants, ou à l'inverse, que l'on considère les êtres vivants comme des rejetons de quelque chose plus qui serait antérieur, qui serait préalable, qui serait la vie. Donc, est-ce qu'on va dessiner, est-ce qu'on va se centrer sur l'être vivant lui-même, ou est-ce on va définir un phénomène beaucoup plus large dans lequel, au fond, l'être vivant n'est qu'un rejeton ou un effet? Autrement dit, y a-t-il une entité, la vie, qui produit ces êtres singuliers qu'on appelle des vivants, ou inversement, y a-t-il des êtres qui ont en commun une propriété qu'on appelle la vie? Or, j'ai remarqué que les définitions ou tentatives d'analyse de la vie différaient par ces deux perspectives tout à fait différentes. Alors, je vais commencer par le premier point de vue. Autrement dit, la question, qu'est-ce que c'est que cet être qu'on appelle la vie, mais la vie en général, la vie comme processus? Alors, je ne vais pas, je vais enfoncer des portes ouvertes. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la vie? La vie tout court, je le répète, non pas la vie de tel ou tel être vivant, qu'il soit bactérie, champignon, poisson, tout ce que vous voulez, mais la vie comme un processus naturel, global, qui transcende les vivants. De ce point de vue, la vie semble être une dynamique autonome, absolument indépendante des organismes qu'elle traverse ou des espèces.
qu'elle produit, qu'elle anime ou qu'elle anéantit successivement. Car les organismes naissent et meurent, apparaissent, disparaissent, et les espèces aussi. Donc on a affaire à un phénomène bien plus large, et c'est ce processus que l'on peut essayer, sinon de caractériser, de définir, du moins de caractériser. On se rappelle que l'odyssée de la vie, si je puis dire, est tardive, extrêmement locale, jusqu'à plus ample informer la Terre où s'est manifesté ce rare phénomène de la vie n'occupe qu'une infime partie de l'univers connu. Je rappelle que la Terre, que l'univers, selon les cosmologistes, aurait 13 milliards 800 millions d'années, que la Terre s'est formée il y a environ 4 milliards 600 millions d'années, et que les premières traces de vie sous forme de micro-organismes, les biologistes s'accordent à faire remonter à peu près 4 milliards d'années, plus ou moins quelques millions. En outre, l'immense majorité des êtres vivants en a pratiquement disparu de cette planète accidentellement, semble-t-il, à 5 reprises. La vie a étonnamment résisté à ces éclipses successives et aboutit à chaque fois à des nouvelles formes, des nouveaux types d'organismes, de nouvelles espèces tout à fait inédites. On sait qu'il y a 65 millions d'années ont disparu près de 80% des espèces, dont les fameux dinosaures, et la quasi-totalité du plancton marin, qui est un maillon clé de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle la cinquième extinction. Après cette cinquième extinction, l'improbable survie de quelques rares espèces d'insectes et de plantes à fleurs a permis l'évolution des rares mammifères survivants et quelques millions d'années plus tard, l'apparition des australopithèques, puis de Homo erectus, et enfin, il y a 300 000 ans environ, Homo sapiens, lequel cohabita longuement avec d'autres espèces d'humains aujourd'hui disparues, et donc nous-mêmes, vous et moi, il y a quelques dizaines d'années. Donc la vie s'est ainsi progressivement diversifiée et complexifiée. Le principal domaine est celui des bactéries. Il y a un domaine presque aussi foisonnant, un peu moins riche, qu'on appelle celui des archées. Celui un peu plus visible de ce qu'on appelle les eucaryotes, hein, qui comprend ce qu'on appelle les protistes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ça, c'est des micro-organismes, en général microcellulaires ou organisation cellulaire extrêmement simple, unicellulaire. Et puis, les champignons, les plantes et les animaux qui forment une infime partie de la biosphère. En tout cas, tout cela est dans une richesse productive aussi ahurissante que vaine, une immense profusion et diversité, j'allais dire aussi étonnante qu'absurde, parce que la vie semble inarrêtable. On a pu dire de ce point de vue-là que c'est une dynamique négantropique, c'est-à-dire qui contrarie la tendance générale des éléments physiques au désordre. Selon la seconde loi de la thermodynamique, on sait que voilà, l'entropie croissante, les éléments se dispersent et hein, quand vous mettez, si vous mettez du lait dans votre café que vous remuez, eh bien voilà, les molécules se dispersent les unes dans les autres pour faire un café au lait et à partir d'un café au lait, vous n'arrivez jamais à retrouver séparément le café et le lait. Bon, voilà. Il y a 1000 exemples de ce point de vue-là. Alors, dans une conférence restée célèbre du euh, physicien de physique quantique Erwin Schrödinger, faite en 1944, qui s'appelait What is Life, il définit la vie de cette façon.
Life, mais il prend ici life au sens général, je viens d'expliquer, ne parle pas de la définition d'un être vivant. Life is a system that maintains internal order by exporting entropy. La vie est un système qui maintient un ordre interne en exportant de l'entropie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que ce processus qu'on appelle la vie, eh bien, euh, maintient cet ordre interne de deux façons, à l'échelle des organismes individuels et à l'échelle des espèces. À l'échelle individuelle, la vie maintient pendant un certain temps très court, qu'on appelle le temps d'une vie justement, par une sorte de force endogène, l'unité d'un organisme ou des organismes contre la tendance de toute chose à la dispersion. C'est le temps qu'ils vivent. Le temps qu'ils vivent, ils forment une unité qui est ordonnée dans un océan de désordre. À l'échelle des espèces, là c'est une force exogène, la vie évolue vers des états croissants d'organisation et de complexité contre la tendance globale de l'univers à l'expansion et à la décadence. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution. L'évolution des espèces va vers des espèces de plus en plus complexes, de plus en plus spécialisées, de plus en plus adaptées. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu dire ou croire que Homo sapiens était voilà l'espèce qui couronnait la création. En tout cas, c'est une autre façon d'appliquer la définition de Schrödinger. Maintient un ordre interne, qui est celui d'une espèce, et il exporte l'entropie. Alors, en ce double sens, la vie semble bien une puissance de résistance au désordre universel, mais il y a plusieurs sens au mot ordre et au mot désordre. Oui, ça crée de l'ordre, un ordre interne de l'ordre de l'organisme, mais euh, c'est un ordre sans finalité. Je veux dire par là, c'est une puissance elle-même, sans but, sans veine et sans raison, un processus, si je puis dire, sans rime ni raison, aussi dépourvu de sens que la propension générale de l'univers au désordre et à l'expansion. Autrement dit, en faisant et en défaisant les êtres vivants, puisque c'est ce que fait la vie, que ce soit des individus ou des espèces, elle les fait être et elle les fait disparaître. Bah, au fond, c'est comme si la vie elle-même ne visait qu'à être, toujours plus, plus d'elle-même, sans fin. Pourquoi? Pour rien. Reproduction, profusion, adaptation au milieu, sélection, évolution, complexification, et ainsi de suite. Telle est la vie réduite à son processus imparable et implacable. Quoi de plus insensé que cette force aveugle? Ni sens ni valeur. Le meilleur exemple de la vie prise en ce sens, du processus de la vie, c'est l'évolution d'une épidémie bactériologique ou d'une pandémie virale. Propagation, multiplication, adaptation aux organismes, création de nouveaux variants et ainsi de suite, sans qu'on puisse jamais l'arrêter. Ça, c'est le premier point de vue qu'on peut avoir sur la vie. Puissance de résistance au désordre, de création d'un ordre, mais d'un ordre sans finalité. Alors évidemment, on peut adopter, ce que je vais faire maintenant, un deuxième point de vue. Non plus celui de la vie comme processus global, mais celui des êtres vivants. Et là encore, on peut, sur l'être vivant, c'est ce que deux points de vue, de perspectives qui ont pu être adoptés, on peut adopter sur l'être vivant deux points de vue différents. On peut le caractériser comme un certain type d'être. Qu'est-ce, quel être est-il? Qu'est-ce qui va distinguer l'être vivant des non-vivants? Ce que j'appellerais une définition externe. Et on peut aussi le caractériser par rapport à la vie elle-même. Qu'est-ce que la vie pour le vivant? Définition que j'appellerais interne. Alors voyons successivement ces deux approches. Donc,
j'ai vu le point de vue global. Maintenant, je passe au deuxième point de vue. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Alors, c'est un exercice assez classique dans l'histoire de la philosophie et de la biologie qui consiste à se demander quels sont les critères qui permettent de distinguer un être vivant d'un non-vivant. De nombreux critères ont été énoncés, et avant tout celui-ci, un être vivant est un être capable d'assimiler des matériaux extérieurs pour les transformer en ses propres constituants. Ce critère remonte à Aristote, Traité de l'âme, livre 2, chapitre 2, qui, cherchant à distinguer ce qu'il appelle les êtres animés, puisque pour lui la vie, c'est ce qu'il appelle l'âme, euh, à distinguer les êtres animés des inanimés, il écrit: il y a plusieurs manières d'entendre la vie, et il suffit qu'une seule d'entre elles se trouve réalisée dans un individu pour qu'on le dise vivant. Il distingue donc plusieurs critères d'un être vivant, qui sont autant de ce qu'on appelle, de ce qu'il appelle des fonctions de l'âme. Alors, il y a la fonction la plus élevée, l'intellect, qu'on trouve chez certains vivants, essentiellement les êtres humains et les dieux. La sensation, aïsthesis, qu'on trouve chez un certain nombre d'animaux. Le mouvement et le repos, qu'on trouve pour lui chez tous les animaux. Et la nutrition, qu'on trouve chez tous les êtres vivants, et notamment chez ceux qui, pour lui, les premiers, les êtres vivants inférieurs, les plantes. Une des fonctions, la première fonction, la fonction nutritive de l'âme qu'il appelle l'âme végétative, est celle qui est commune à tous les êtres vivants, qui sont pour lui les plantes, les animaux et les humains. Cette fonction nutritive est à peu près ce que les biologistes actuels appellent le métabolisme. Par exemple, une plante transforme par photosynthèse l'énergie lumineuse, l'eau et le dioxyde de carbone en sa propre substance organique. Autrement dit, elle fabrique de la plante avec des éléments extérieurs. De la même façon, avec du lait, le chat fait du lait. Fait du chat, pardon, il ne fait pas du lait justement. Autrement dit, un être vivant transforme du non-soi en soi. Le métabolisme permet à l'organisme vivant de demeurer soi pendant un certain temps, qu'on appelle justement le temps de sa vie. Le maintien dans son être semble bien être la finalité de l'être vivant. Donc c'est là qu'on voit poindre une valeur interne au sein même de la vie. Ce qui vaut pour tout vivant, c'est soi. Le bien, c'est le soi, c'est d'être soi, encore et toujours. Le non-soi, c'est-à-dire l'étranger à soi, est mauvais ou neutre. Mais il faut transformer les substances externes en soi ou éviter un certain nombre d'autres substances qui peuvent être nocives, etc. Ce qui est bon, par exemple l'eau pour la salade pour le lapin pour le renard, c'est que avec l'eau, la salade fait de la salade, avec la salade, le lapin fait du lapin, et avec le lapin, le renard fait du renard. C'est ce qui est donc assimilable à soi, ce qui peut devenir un constituant de soi. Y a-t-il ici de la valeur? Oui, en un sens. Il semble bien même qu'il y ait une même valeur pour l'être vivant, même pour tout être vivant en tant que vivant. C'est, je le répète, le soi avant tout, rien que le soi. Être et demeurer soi-même, se constituer, se maintenir soi-même dans son identité. Cependant, cette idée que la valeur pour le vivant, que la définition même de l'être vivant par la fonction nutritive est, en quelque sorte, montre une valeur qui est le soi, peut être immédiatement nuancée lorsqu'on passe au second critère classique de l'être vivant, que l'on trouve aussi chez Aristote. C'est l'autre fonction de l'âme végétative. C'est la capacité de se reproduire non pas lui-même, son organisme, mais de se reproduire en un autre être vivant.
Alors, on sait aujourd'hui qu'il existe divers modes de reproduction des vivants. La paramécie, par exemple, se reproduit par scissiparité, en se divisant, par exemple, en deux paramécies ayant le même patrimoine génétique qu'elles. Les plantes, les champignons, les animaux produisent par génération sexuée d'autres plantes, d'autres champignons, d'autres animaux qui héritent d'une partie du patrimoine génétique de leurs deux ascendants. Donc un être vivant ne ne s'inquiète pas, si je puis dire, simplement de produire en soi du soi, il s'efforce aussi de produire hors de soi, non pas soi-même, mais un être autre, semblable à soi. Et c'est ce que remarquait lui-même Aristote, la raison pour laquelle le mot eidos en grec signifie à la fois l'espèce et la forme qui se maintient du début à la fin de la vie d'un être vivant. Il maintient sa forme selon la première fonction de l'âme végétative et il se reproduit dans un autre être en maintenant sa forme de façon extérieure dans un autre être. Le processus par lequel un individu reproduit ce qu'il est en d'autres individus apparaît comme un moyen de maintenir dans l'être non pas lui-même, mais l'espèce à laquelle il appartient. Le bien n'est plus exactement le soi, par différence avec l'étranger à soi, mais un autre semblable à soi, par différence avec des êtres hétérogènes. On sait d'ailleurs que dans de nombreuses espèces, la contrainte pulsionnelle à la reproduction l'emporte sur celle de la survie de l'individu lui-même. On peut fournir de nombreux exemples dans le monde vivant où la reproduction de l'espèce prime sur la survie de l'individu. C'est selon des stratégies que les biologistes appellent l'altruisme reproductif, par exemple. Certains organismes sacrifient leur propre vie pour assurer la transmission de leurs gènes à la génération suivante. Prendre quelques exemples, chez les abeilles, les ouvrières meurent après avoir piqué pour défendre la ruche. Euh, Vous trouvez par exemple, j'ai trouvé aussi, mais enfin, il y a un catalogue énorme, les souris marsupiales s'accouplent frénétiquement pendant une courte période, elles épuisent leurs réserves et elles meurent aussitôt après. Bon. Certaines araignées, dans certaines espèces d'araignées, le mâle se laisse dévorer par la femelle après la copulation, mais il augmente ainsi le nombre de ses descendants. Bref, dans tous les cas, le sacrifice de l'individu maximise le succès reproductif du mâle, même au prix de sa vie. Ainsi, la majorité des biologistes rejettent aujourd'hui l'idée que les individus se produisent sans cesse eux-mêmes par métabolisme ou se reproduisent en d'autres êtres afin d'assurer la continuité et la pérennité. Excusez-moi, je croyais avoir éteint. Euh, ou se reproduisent en d'autres êtres afin d'assurer la continuité et la pérennité d'eux-mêmes dans l'espèce. Les biologistes considèrent aujourd'hui que les individus ne sont que les moyens par lesquels les gènes se transmettent, se reproduisent. La vie de l'être vivant, ce n'est donc pas la puissance dynamique présente en chaque organisme lui permettant de se reproduire lui-même, mais c'est plutôt la puissance dynamique qui lui permet de transmettre le plus grand nombre de copies de ses gènes à d'autres organismes qui n'auront d'autres raisons d'être, ni d'autres finalités que de pouvoir aussi transmettre leurs gènes et ainsi de suite. Autrement dit, ce qui persiste dans le temps, ce n'est pas l'individu, l'organisme, ce n'est pas même l'espèce, c'est l'information génétique dont l'individu est porteur, la possibilité même de la transmission de la vie. Finalement, ce deuxième point de vue ne nous fait guère euh, arriver à une conclusion différente du premier, à travers les individus et les espèces, la vie ne cherche rien d'autre qu'elle-même. Pourquoi? Bah, si je puis dire, pour rien. D'ailleurs, l'être vivant individuel n'est pas une valeur pour la vie. On en a d'autres preuves. Et je m'inspire ici d'un article que j'ai trouvé tout à fait remarquable dans un livre qui s'appelle L'individu, perspective contemporaine, dans cette excellente collection
chez Vrin. Ce volume a été dirigé par Pascal Ludwig et Thomas Pradeux, et il y a un article tout à fait remarquable de quelqu'un qui est devenu aujourd'hui quelqu'un qui compte beaucoup dans la philosophie de la biologie, qui s'appelle Thomas Pradeux, et il y a un très bel article qui s'appelle Qu'est-ce qu'un individu biologique? Alors, ce que montre Pradeux dans cet article, c'est qu'au contraire d'un préjugé constant, un être vivant n'est pas toujours nécessairement un individu. Moi-même, j'avais ce préjugé avant, il y a quelques années, de découvrir cet article. Ni même un organisme. Certains vivants, parce que quand on se pose la question de qu'est-ce qu'un individu, depuis au moins Aristote jusqu'à, je ne sais pas, la phénoménologie contemporaine, on pense un individu par excellence, c'est un être vivant. Eh bien, ça n'est pas toujours ni nécessairement le cas. Certains vivants n'ont pas d'unité ou de limite claire. Par exemple, il y a des êtres vivants qui sont des colonies, un groupe d'organismes appartenant à la même espèce, mais réunis en un seul ensemble parce que leur mode de vie leur apporte des avantages, leur mode de vie commun, des plus fortes défenses, la possibilité de s'attaquer à des proies plus importantes. C'est le cas, par exemple, des insectes qu'on appelait encore il y a peu des insectes sociaux, les fourmis et les abeilles, par exemple, qui vivent en colonie, qu'on qualifie parfois même de super-organismes, comme si l'être vivant n'était pas l'abeille individuelle, mais la colonie, mais la ruche elle-même. Au tel point qu'on se demande où est l'être vivant, est-ce que c'est la fourmi ou la fourmilière? De même, on étudie le cas d'arbres qui sont génétiquement identiques, mais qui sont reliés entre eux par un unique réseau de racines. Alors là, le, Hamdi, ton image a disparu, mais je suppose que tu es encore là. Je suppose que tout le monde m'entend. Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce, est-ce qu'on m'entend? Ah, moi, je n'entends plus. Bon. Il n'y a pas de problème? D'accord. Alors, je prenais l'exemple d'arbres qui sont, de ces forêts qui sont constituées d'arbres génétiquement identiques, mais qui sont reliés entre eux par un unique réseau de racines. La question de savoir est combien y a-t-il d'êtres vivants? Est-ce qu'il y a autant d'êtres vivants qu'il y a d'arbres ou un seul qui est la forêt? Il y a aussi des cas de symbiose, symbiose externe, comme ces arbres qui ne peuvent survivre qu'en abritant des fourmis. Si la fourmilière s'en va, l'arbre dépérit. Ou des symbioses internes. Vous savez peut-être, moi aussi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que en fait, nous sommes, euh, nous les mammifères, et particulièrement les humains, nous ne pouvons survivre qu'en hébergeant 10 000 milliards de bactéries dans notre intestin, ce qu'on appelle le microbiote, de telle sorte que ces bactéries, est-ce que ce sont des individus? Est-ce qu'elles sont nous? Est-ce qu'elles sont une partie de nous? Est-ce qu'elles sont un organe vital? Bon, bref. Donc, tout ça, je ferme la parenthèse pour montrer que les limites d'un être vivant ne sont pas aussi claires que on a généralement voulu le croire. Euh, il y a aussi, et ce que montre très bien Thomas Pradeux, il y a des organismes coloniaux. Il y a un, un exemple amusant qu'il prend que je ne connaissais pas, qui s'appelle la galère portugaise, qui ressemble à une méduse, mais elle est en réalité une colonie formée de différents types de polypes qui sont temporairement unis. Où est l'individu? Où est l'être vivant? Sont-ils un? Sont-ils plusieurs? Donc, tout être vivant n'est pas un être. Nous sommes des individus, nous, les êtres humains. Sans doute sont aussi des individus, la plupart des mammifères, nos chiens, nos chats. Mais en deçà et au-delà, en deçà et au-delà de quelle limite l'individuation devient-elle problématique? La croyance que les êtres vivants sont d'abord des êtres
des individus est sans doute une illusion anthropomorphique. Donc, conclusion provisoire, apparaît cette deuxième perspective. Je rappelle, dans la première approche de la vie comme processus aveugle, on a vu que les êtres vivants ne sont rien pour la vie. Elle les traverse, les fait être, ne plus être, les met à mort en cas de besoin, car elles ne visent qu'elles-mêmes. Dans notre deuxième approche, un être vivant est un certain type d'être qui a pour finalité son propre être ou le maintien de soi et de sa propre unité, mais, problème, ce soi et cette unité sont souvent introuvables. Cependant, il y a une troisième façon d'envisager la vie, Mhm. non plus le processus vital lui-même, non plus l'être vivant comme un certain type d'être ayant des propriétés, mais ce que j'appelle la vie pour l'être vivant. Une approche, si je puis dire, internaliste de la vie pour l'être vivant lui-même. Que représente la vie pour un être vivant, quel qu'il soit bactérie, plante, animal, organisme, espèce, écosystème, tout ce que vous voulez. C'est mon troisième point de vue. Alors, ce troisième point de vue inverse le premier. On se place plus du côté, on se place plus du point de vue euh, de ce que sont les vivants pour la vie, ils ne sont rien pour elle, mais de celui de ce qu'est la vie pour les vivants, car elle est tout pour eux. Un être vivant, qu'il soit ou non un être, n'aspire à tout moment qu'à une chose, vivre. Dans cette nouvelle approche, la vie n'est plus une force aveugle et brute. Elle n'est pas non plus une propriété du vivant, comme dans la deuxième approche. C'est un acte, exprimé par un verbe, vivre, qui est un verbe à la fois d'action et un verbe d'état, et qui suffit à définir un vivant quel qu'il soit. Un vivant n'est pas exactement quelqu'un qui est vivant, comme si c'était une de ses propriétés qui le distinguait des non-vivants. C'est quelqu'un qui vit. Bon, alors ceci est vrai de tout vivant, qu'il soit un organisme, qu'il soit un protiste, une plante, un champignon, un animal, un être humain, mais aussi une bactérie, ou même une population, une colonie, un superorganisme, une espèce, un écosystème, tout ça, ce sont des manières d'être vivant. Et de ce point de vue, qu'est-ce que c'est qu'un vivant? C'est quelque chose qui vit. Bon. Mais avec le verbe, cette fois-ci, tout change. Car le verbe permet de passer immédiatement de la réponse à la question qu'est-ce qu'un vivant? C'est quelque chose qui vit, à la réponse à la question qu'est-ce qui vaut pour un vivant, quel qu'il soit? Réponse vivre. Qu'est-ce que le bien pour un être vivant, quel qu'il soit, je répète? Vivre. Qu'est-ce que le mal? Réponse ne plus vivre. À quoi tendent tous les mouvements d'un organisme, tous ses actes, toutes ses actions, tous ses comportements, tous ses ajustements? À s'adapter en permanence aux modifications du milieu. Certes, mais en vue de quoi? Vivre. À se procurer de l'eau, de la lumière, de l'oxygène, mais en vue de quoi? Vivre. Pourquoi chercher ses proies? Pourquoi se régénérer en assimilant des substances extérieures? Afin de vivre. Pourquoi éloigner, repousser, effrayer, faire fuir ou fuir le prédateur? Ben, pour continuer à vivre. Pourquoi éliminer des rejetons, des rivaux, des ascendants? Pour vivre. Pourquoi chercher la protection d'un congénère ou le tuer? Pourquoi partager la nourriture d'un commensal ou au contraire la lui voler? Pourquoi écornifler, parasiter un autre organisme? Pourquoi butiner? Tout cela pour vivre. Et ce qui est vrai des organismes individuels est aussi vrai des unités biologiques supérieures, les colonies, les superorganismes, et les espèces elles-mêmes, voire les écosystèmes qui dépendent des relations entre espèces. Toutes ces individualités biologiques, toutes ces entités biologiques, devrais-je plutôt dire, tendent elles aussi à se maintenir en vie au moyen et souvent au détriment des unités inférieures.
La survie de la ruche passe avant celle des abeilles. Celle de l'espèce passe parfois par la mort d'un des partenaires de l'accouplement. La survie des écosystèmes passe par la disparition de certaines espèces. Et il en va de même des entités, des unités inférieures à l'organisme. La cellule programme parfois sa mort pour sauver le tissu. C'est ce qu'on nomme l'apoptose, lequel peut se nécroser pour sauver l'organisme, car c'est lui qui doit continuer de vivre, non la cellule. De même, c'est la colonie ou l'espèce qui doit survivre et non l'organisme. La vie est donc une valeur pour le vivant, parce que tout vivant s'efforce de vivre. Ce n'est pas une définition de la vie ni du vivant, je le répète, c'est la définition de la vie pour le vivant. En sorte qu'il y a deux manières distinctes de décrire le même phénomène. Du point de vue de la vie, qui était ma première approche, vivre, c'est prolonger un processus sans fin jusqu'à l'absurde. Du point de vue du vivant, qui est ma troisième approche, vivre est une fin en soi et un bien absolu. Vivre est donc bien une valeur pour le vivant et la condition de toutes ses autres caractéristiques. C'est ce vers quoi tendent tous les actes d'un être vivant. C'est ce qui leur donne un sens, même si la plupart des vivants, plantes, bactéries, insectes, n'en ont évidemment pas conscience. Se maintenir en vie, coûte que coûte, résister à la mort, en reproduisant sa propre substance par métabolisme, ou en se reproduisant en un autre être vivant semblable par génération, chaque organisme cherche par tous les moyens à se perpétuer dans l'être, valorise en bien ce qui favorise sa vie ou celle de ses semblables, et en mal ce qui leur nuit. Il n'y a donc pas seulement de la valeur là où il y a de l'humanité, je pense, on pourra y revenir à un texte de Kant dans la critique du jugement, dans lequel il dit à un moment, supposons qu'il n'y ait plus euh, que, que tout le reste, que, que disparaisse l'espèce humaine. C'est une hypothèse que certains écologistes font aujourd'hui. Eh bien, il resterait énormément d'êtres vivants, d'espèces, de tout ce que vous voulez. Quand on conclut, la Terre ne serait qu'un désert vide et vain. Et la thèse qu'il soutient, c'est que seul un être disposant d'un jugement, comme la raison, évidemment, et donc de la raison, peut accorder de la valeur. Bon, et notamment de la valeur morale. Ça n'est pas du tout ce à quoi nous sommes conduits. Il n'y a pas seulement de la valeur là où il y a de l'humanité, il y a de la valeur là où il y a du vivant, mais le vivant ne le montre pas par concept, il le montre par ses actes. Il aspire par tous ses actes à vivre la vie et valeur pour le vivant. Vivre est la valeur intrinsèque partagée par tous les êtres vivants en tant que tels, quel que soit leur degré d'individuation, organisme ou autre, quelle que soit leur complexité, qu'ils soient des bactéries, des champignons, des plantes, des animaux, qu'ils soient ou non conscients, quelles que soient les autres valeurs intrinsèques qui peuvent, à la recherche de laquelle ils peuvent être, le plaisir, le bien-être pour certains animaux, etc., dont ils peuvent être porteurs en tant qu'animaux, en tant qu'êtres humains. C'est donc la définition de la vie pour le vivant. Elle est valeur. Donc, au contraire de ce que soutenait David Hume, il n'y a aucun sophisme à déduire une valeur d'une définition. Alors même que la vie est par elle-même la vie, sans valeur, elle est valeur pour tout être vivant et par définition. Alors, c'est là où nous avons évité un premier écueil, qui est le sophisme naturalisme, mais qu'il ne faut pas en commettre un autre. De cette définition de la vie, que je viens de vous soumettre, la vie est valeur pour le vivant,
Certains, comme un philosophe de l'environnement qui s'appelle Paul Taylor, prétendent en déduire une. Tout être vivant est, disent-ils, un centre téléologique de vie. La vie a une valeur, dit-il, et cette valeur est la même pour tous les vivants. C'est ainsi, ajoute-t-il, que tous les êtres partagent la même valeur et aspirent également à vivre. Il en conclut qu'il n'y aurait donc aucune raison objective de privilégier moralement les êtres humains, car cet anthropocentrisme serait, selon lui, profondément immoral. De ce point de vue, celui de Paul Taylor, il serait donc possible de déduire un ensemble de devoirs dont le principal serait le respect égal dû à tout vivant, puisque tous les vivants ne valent moralement que parce qu'ils aspirent également à vivre, eh bien, ils se valent moralement et méritent le même respect, puisque la nature les a fait égaux devant la vie. Eh bien, c'est là que réside le vrai sophisme. Puisque la vie est la valeur commune à tous les vivants, la vie, dit, dit Paul Taylor, a la même valeur quels que soient les vivants. Cette inférence est-elle légitime? Elle est évidemment absurde. Alors, ce sophisme que commet Paul Taylor m'a fait penser à un bon mot prêté à François Ier que rapporte Kant dans la critique de la raison pratique. Et il raconte le fait, enfin il évoque le fait, souvent rapporté d'ailleurs, que François Ier, qui faisait la guerre à celui qu'il appelait son frère, Charles Quint, pour la conquête du royaume de Milan, déclara: Mon frère Charles et moi, nous sommes d'accord, et nous partageons la même valeur, Milan. Ce qu'il veut, je le veux aussi. C'est évidemment une galéjade, parce que évidemment, ils ont la même valeur, ils partagent la même valeur, mais que si l'un l'obtient, Milan, s'il le conquiert, l'autre en est privé. Il en va de même de la valeur de la vie. De la proposition vivre est la valeur commune à tous les vivants, il est impossible d'inférer tous les vivants partagent la même valeur, vivre. C'est là où réside le sophisme, puisque justement, ils ne peuvent pas la partager. Les uns ne peuvent posséder ce bien qu'à condition d'en priver d'autres. C'est parce qu'elle est également visée par tous distributivement, c'est-à-dire un par un, qu'elle ne peut pas être atteinte par tous collectivement. Je reprends mon exemple de la laitue, du lapin et du renard. Ils partagent la même valeur, vivre. Mais le renard ne peut vivre qu'en empêchant le lapin de vivre, qui lui-même ne peut vivre sans avaler la laitue. Si les vivants formaient une communauté morale d'harmonie et de respect mutuel, ils cesseraient de vivre. Il n'y aurait plus de vivants du tout. La vie de certains doit empêcher celle des autres sous peine de mort. Le respect de la vie est donc une expression contradictoire. Si l'on respecte la vie, si le vivant respecte la vie, elle meurt. Si tout vivant respectait tout autre vivant, il n'y aurait plus de vivant. Si ce n'est, pourrait-on dire, des producteurs primaires, ces vivants autotrophes que sont les plantes ou le phytoplancton, et encore. Même les plantes ne peuvent vivre sans les insectes pollinisateurs. Tous les autres vivants se nourrissent d'autres êtres vivants. Je vais conclure. Selon les deux premières définitions et les deux premiers points de vue, la vie comme telle est sans valeur. Selon le troisième point de vue, elle est valeur pour chaque être ou pour chaque espèce, mais ces valeurs ne peuvent pas s'additionner, elles s'annulent au contraire. La vie n'est pas morale, heureusement pour la morale, car au bout du compte, la vie, c'est la compétition et donc la prédation, c'est la survie des plus adaptés, c'est la chaîne alimentaire, c'est la lutte pour la lumière des arbres en Amazonie qui, de génération en génération, cherchent à s'élever toujours plus haut au détriment d'eux autres, c'est la loi de l'évolution. Ce n'est pas moral, ni d'ailleurs immoral, car la vie ou la nature est simplement amorale. C'est au fond la vraie leçon de David Hume. La vie ou la nature est amorale.
Les prédateurs ne sont pas plus méchants que les proies ne sont gentilles. Tous aspirent seulement à vivre. Les loups mangent les agneaux, on peut compatir avec la souffrance de l'agneau, mais ni plus ni moins qu'avec celle du loup affamé, ou plus sûrement avec celle du berger qui perd une de ses bêtes ou une partie de ses moyens de vivre. Le sophisme n'est donc pas là où on croyait. Il n'est pas dans la définition de la vie, qui d'un certain point de vue est à la fois être et valeur. Si elle n'était pas valeur, elle n'existerait pas. Le sophisme est dans les utilisations morales que certains croient pouvoir tirer de cette définition. Car la vie est valeur, mais cette valeur n'est pas morale. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions ou à vos objections. C'est nous qui vous remercions, Francis. C'était clair, donc vous avez exprimé votre position par rapport à la vie. Vous avez donné une définition possible de ce qu'est la vie, selon vous. Je pense que, comme toute position, toute approche, elle a peut-être des choses discutables, des choses qui sont positives. On a beaucoup appris de votre, bien sûr, point de vue, mais peut-être aussi il y a des choses à discuter et qui sont un peu, on peut dire, faillibles, quoi. D'un point de vue, on peut dire, scientifique, philosophique, etc. Et c'est normal. Je pense que c'est tout à fait légitime de discuter donc votre position. Alors, je vais peut-être laisser un peu la parole à la salle s'il y a des questions, mais juste, je vais commencer. Est-ce que votre point de vue n'est pas un peu un retour à une position un peu, on peut dire, humaniste de la vie ou de la nature? C'est-à-dire, on va toujours regarder la nature ou le monde extérieur dans lequel nous sommes bien partis, toujours des yeux de l'humain. C'est pas une approche culturelle de la nature, une approche, je veux dire, je veux dire anthropologique ou culturelle de la nature, dans le sens où elle nous fait revenir un petit peu à cette thèse que l'homme est une mesure de toute chose, finalement. C'est-à-dire, il faut toujours revenir à l'homme pour mesurer les valeurs de ce qui existe. Alors, oui et non. Mon exposé est à la fois une critique du biocentrisme et une critique de la réduction anthropocentriste. Pourquoi? J'ai signalé, bien entendu, une critique du biocentrisme, en ce sens que je ne pense pas qu'il puisse y avoir, on puisse déclarer que le vivant en général a une valeur si on ne tient pas compte du fait que la vie est, en quelque sorte, toujours euh, n'est pas une valeur que j'appellerais partageable. Mais si j'ai cité à la fin Kant, c'est parce que mon exposé est aussi une critique d'un point de vue qui réduit l'idée de valeur au jugement de valeur, et selon laquelle euh, il n'y a pas de valeur indépendamment d'un acte qui serait strictement humain, par lequel on pourrait juger ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Je pense qu'il y a d'autres manières d'évaluer. Euh, je me souviens que j'ai fait un exposé une fois face à des étudiants et euh, dans lesquels j'exposais un moment la position de Kant sur le fait qu'il n'y a pas de valeur en dehors d'un jugement purement humain ou anthropocentrique, etc. Et bien entendu, j'exposais cette thèse de Kant, j'ai été interrompu par un étudiant qui m'a fait remarquer en effet qu'il y avait une valeur intrinsèque dans la nature. Et je lui ai répondu, en effet, il y a d'autres moyens de déceler une valeur que le moyen du jugement. Tous les actes de tout être vivant dénotent le fait que ces actes visent
une valeur. Il y a donc une finalité interne, et c'est ce que je me suis efforcé de montrer. Le problème, c'est que cette finalité interne du vivant, que je défends, elle n'est pas généralisable dans la mesure où ces valeurs ne peuvent pas s'additionner. Il faut bien, en effet, qu'à un certain moment, euh, il y ait une valeur globale qui s'impose, et la valeur globale, je le dis alors maintenant, si on rentre dans les questions écologiques, ce que je suis prêt à faire, la valeur globale ne peut pas être simplement l'être humain pour lui-même, mais l'être humain en tant qu'il est le seul à pouvoir avoir un point de vue global sur la biosphère. Et le seul, autrement dit, euh, l'être humain est à la fois le plus grand destructeur de la nature, mais le seul capable de la préserver parce que c'est le seul être écologue qui peut avoir un point de vue global. Or, du point de vue global, il y a évidemment la question de savoir qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que nous voulons préserver de la nature et quel est l'environnement que nous voulons préserver, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants, et par conséquent, quelle est, quelles sont les conditions de maintien de la biosphère. Mais j'ai voulu à la fois critiquer un certain biocentrisme et une certaine manière de réduire la question de la valeur du vivant en mettant tous les êtres vivants sur le même plan. Euh, S'il y a des questions, n'hésitez pas. Euh, Il y a un chat là? il y a, il y a quelqu'un. euh, non, c'est juste. Non, c'est Bon. juste bonsoir. Par rapport à ce rapport, c'est-à-dire, on sait très bien que l'homme est souvent protecteur de la vie, c'est-à-dire parfois il protège la vie d'autres espèces dans la nature. C'est-à-dire, si on imagine l'hypothèse que les humains vont disparaître, donc la vie, bon, en tant que processus global, etc., peut-être va continuer de façon chaotique, dans un certain désordre, etc., peut-être avec cette résistance même et cette volonté tout à fait continue, mais quand même la présence de l'humain qui donne une définition de la vie autre que dans ses propres termes, par rapport à ses propres intérêts, est vraiment très importante dans la considération de la vie en tant que valeur non pas pour l'homme, mais pour les êtres vivants de façon générale. Donc, l'homme, surtout en ce moment, il protège d'autres, la vie d'autres de façon générale, la vie d'autres, de beaucoup d'espèces dans la nature. Donc, et je pense que ces actions-là découlent d'une certaine conception de la vie ou de la valeur de la vie qui ne reste pas confinée dans, dans simplement un simple humanisme, c'est-à-dire Alors, regarder par rapport à l'humain, toujours. il y a deux choses à ne pas confondre, à mon avis. Il y a le fait que euh, il existe ce qu'on peut appeler une communauté biotique. C'est-à-dire que tous les êtres vivants sont solidaires en ce sens que si les conditions générales de la vie ne sont, par exemple, à cause du réchauffement climatique, ne sont pas, euh, si les conditions générales de, de la vie ne sont plus réunies sur Terre, eh bien, il y a un appauvrissement général de la biosphère et par conséquent, nous sommes solidaires du point de vue de cette communauté biotique du sort de tous les autres êtres vivants. Mais une communauté biotique n'est pas une communauté morale. Je m'explique. J'ai pris l'exemple du réchauffement climatique, puisque c'est en ce moment la COP à Belém au Brésil. Réchauffement climatique, quels sont les effets? Les effets catastrophiques, nous les connaissons déjà aujourd'hui pour de nombreux peuples
qui le subissent, et même dans les pays dits développés, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient. Par conséquent, on sait déjà que à 1,5 degré supplémentaire, la vie humaine est menacée et de nombreuses populations sont déjà des réfugiés climatiques. Bon. Supposons maintenant que, que le climat, par suite de politiques environnementales extrêmement néfastes, la température ne cesse de monter dans les décennies à venir. Qu'est-ce qui va se passer du point de vue des espèces vivantes? Un certain nombre d'espèces vivantes vont disparaître, évidemment, celles qui seront inadaptées. On le voit au pôle, on le voit en Antarctique, on le voit euh, dans l'Arctique. Des espèces qui sont habituées, certaines espèces vont donc disparaître, d'autres vont émigrer vers des zones plus fraîches, d'autres vont muter, certaines espèces vont apparaître, certaines vont même proliférer, profitant de ces degrés supplémentaires. Alors, pour qui est-ce le danger? Est-ce qui est menacé? Est-ce que ce sont les espèces qui vont disparaître? Non, elles n'existeront plus. Est-ce que ce sont les espèces qui vont apparaître et proliférer? Non, puisqu'elles existeront alors qu'elles n'existaient pas à 2 degrés ou 3 degrés de moins. La seule espèce pour laquelle c'est une vraie menace, c'est l'espèce humaine. Euh, le maintien de le réchauffement climatique, les espèces, la nature, l'environnement, les vivants s'en fichent. La seule espèce qui ne s'en fiche pas, c'est nous qui pensons à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc nous avons en effet, je ne vois pas quel pourrait être l'autre instrument de mesure que la continuité de la vie humaine sur Terre, qui certes est solidaire de l'ensemble de la biosphère, mais je le répète, la biosphère, elle se maintiendra, et même si l'espèce humaine disparaît, ben, il y aura d'autres espèces qui seront plus adaptées, et selon le processus que j'ai décrit en première partie, elle va renaître, il va y avoir d'autres espèces, peut-être que nous ne pouvons pas imaginer. Donc, la gardienne de l'environnement, c'est l'espèce humaine. Et je ne vois pas d'autre solution. Enfin, on est un peu loin de la définition de la vie, mais c'est quand même un thème extrêmement important aujourd'hui. Oui. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre approche. Elle n'est pas, enfin, elle se donne pas dans les termes d'un simple matérialisme, c'est-à-dire elle questionne le matérialisme lui-même qui est à la fois adopté, et puis elle questionne aussi le vitalisme, c'est-à-dire un peu aussi ce qu'on trouve chez Claude Bernard aussi, je crois, parce qu'on a tendance toujours à prendre un peu son approche pour une approche matérialiste. Ce retour à Hume, cette façon de revisiter Hume de votre part, c'est très sans accepter les conclusions de Hume, c'est-à-dire l'impasse humaine, c'est le scepticisme et le relativisme. Bon, il y a un peu de relativisme dans votre proposition, mais il y a aussi il n'y a pas de nihilisme, puisque vraiment l'humain, il va donner un petit peu, dans ses propres termes, sens à cette valeur, il va recréer ce qui on peut prescriptif, on peut dire, dans un donné naturel, descriptif, qui Exactement. approche de vie, etc., mais il va lui donner un cadre prescriptif qui est tout à fait intéressant. Et, bon, il y a Mohamed, je crois, Mohamed, tu veux poser une question? Je t'en prie, Mohamed. Je, le- Alors, je ne vois pas, je n'entends pas. Mohamed, Bonjour, monsieur Hamid. Ah, je bonjour, vous... bonsoir. Vas-y, Mohamed. Ah, Oui, on vous t'entend pas m'écoutez? bien. Non, c'est toujours le problème de connexion, Mohamed. C'est,
tu peux écrire dans le chat ta question en français ou en arabe et Hmm. je peux la transmettre à Francis Ok, 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 parce qu'on on t'entend pas. Et, ok. et Francis, sans monopoliser un peu le débat, mais c'est intéressant, ce rapport de la vie et de la mort. Oui, Et il y a toujours des morts qui sont programmées pour la vie, c'est-à-dire soit dans la structure de la vie, etc. Il y a toujours, je pense que la constitution même, l'émergence même de la vie est très liée à la mort. C'est-à-dire le fait qu'il y a des cellules qui meurent pour que la main se crée, pour que d'autres cellules de vie, ou vitales pour la vie, se créent. Donc, mettre une ligne nette, je veux dire trancher entre les deux, c'est très difficile. Et construire un petit peu une notion un peu de la vie qui part de l'idée qu'en soi, la vie n'est pas morale dans la nature. C'est-à-dire, on est toujours dans un état naturel, un peu pas dans un monde sauvage, etc. Et c'est très difficile de trouver dans les choses en soi ces valeurs, ou la valeur de la vie, ou la vie en tant que valeur. Il faut trouver comme un processus aveugle, résistant, qui se renouvelle. Et d'ailleurs, on ne sait pas pour quelle raison. Je suis tout à fait d'accord. Mais donc ce rapport, est-ce qu'on peut revoir un petit peu ça et voir qu'il y a peut-être, je ne sais pas, il faut être oui. Alors, stoïcien, accepter la mort comme un sort tout à fait naturel pour les êtres vivants. je pense qu'il n'y a pas de définition de la vie qui n'implique pas l'idée de mort. C'est un peu ce que j'ai Mm. sous-entendu dans ma première approche, c'est-à-dire que le processus de la vie consiste à se maintenir et à tenter de se maintenir elle-même à travers la vie et la mort des organismes ou des espèces. Donc, définir la vie indépendamment du fait qu'elle est nécessairement, pour un être, quel qu'il soit, une entité quelle qu'elle soit, qu'il soit un individu, un organisme, une plante, ou qu'il soit une espèce, ou qu'il soit même un écosystème, indépendamment du fait qu'il est voué à la mort, me paraît en effet tout à fait insensé. C'est pourquoi bon, j'ai écrit il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelait Trois utopies contemporaines. Et une de ces utopies, c'est le transhumanisme. Et le transhumanisme, c'est précisément l'idée qu'il serait possible, par la technique, de vaincre la mort. C'est une idée que défendent un certain nombre de libertariens américains, la Silicon Valley, c'est-à-dire que, voilà, au fond, il y a un réductionnisme physicaliste au départ, et l'ensemble des conditions on pourrait, au fond, euh, euh, entièrement me cloner dans sur une puce, n'est-ce pas? Et l'ensemble et faire en sorte que je ne serai jamais, que je ne mourrai jamais. Alors évidemment, si on est strictement physicaliste, ce qui n'est pas mon cas, comme tu l'as remarqué, évidemment, on peut imaginer qu'un être vivant puisse se maintenir, qu'on puisse le réparer, comme on répare une voiture, ou comme on répare une machine, ou comme on répare un ordinateur, en lui donnant, ou qu'on accroisse ses possibilités perceptives, qu'on accroisse ses possibilités intellectuelles, cognitives, de toutes les façons, et en particulier ses capacités vitales. Or, c'est là, me semble, une illusion, et au fond, dans mes trois approches, le point qui était sensible, qui était commun aux trois approches, c'était précisément que la vie avait toujours un revers. Tu as dit c'est la mort, ça c'est la première approche. La vie est créée et en même temps, elle crée de l'ordre, mais elle crée en même temps un ordre qui est sans fin, sans finalité, qui est donc absurde. Dans la deuxième approche, eh bien, au fond, on ne sait pas
à l'approche des propriétés, se maintenir soi, mais en vue de quoi? Puisque de toute façon, chaque organisme est voué à la mort. Et dans la troisième approche, eh bien, les vies, au fond, se contredisent, puisque l'une ne peut se maintenir qu'au détriment de l'autre. Donc, c'est vrai que, je sais bien qu'Aristote disait que euh, il vaut mieux être que ne pas être. Bon, et donc il vaut mieux vivre que ne pas être vivant, mais que mourir. Mais ça n'est vrai qu'au moment et pendant une vie et du point de vue du vivant. Et c'est ce que j'ai cherché à dire. Du point de vue du vivant, la valeur suprême, c'est vivre. Mais d'un point de vue externe, il n'y a aucune valeur à cela. Est-ce que Mohamed a pu poser sa question, non? Il s'est déconnecté, ensuite il s'est reconnecté, on attend. J'ai un petit livre, c'est vraiment ancien, il date de 1943. Ah oui. C'est La philosophie de Claude Bernard. C'est Sertillanges, membre de l'Institut. Sertillanges, C'est c'est un un, livre un- passionnant, surtout le chapitre 4, l'interprétation de la vie. C'est-à-dire, ça reste la vie toujours à interpréter. Donc, c'est-à-dire, on peut Bertrand, si toujours. je ne m'abuse, est Oui. un prêtre. Ah, prête. Bertrand est un prêtre et je crois qu'il est un jésuite. Mais bon, ça n'est D'accord. pas une objection. Mais peut-être que ça explique. Je ne connais pas ce livre. Je connais évidemment l'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard, mais je ne connais pas ce livre. Euh, il y a un livre que moi je recommande beaucoup aussi, c'est La connaissance de la vie de Georges Canguilhem. Que, euh, et d'une certaine manière, ce que j'ai dit, j'ai retrouvé une citation de Canguilhem qui n'est pas très éloignée des choses que je voulais dire. Canguilhem, dans La connaissance de la vie, écrit: La vie est un obstacle que le vivant humain, alors humain, réduit à ses exigences par la connaissance. Bon, d'accord? Et il a créé aussi que le vivant est caractérisé par sa labilité, c'est-à-dire sa capacité à varier et à s'adapter de manière dynamique. Ça, c'est la fonction adaptative à laquelle j'ai fait allusion, mais surtout, le point essentiel pour Canguilhem, c'est que la vie se définit par sa capacité à instaurer ses propres normes, à se maintenir et à se réinventer face aux perturbations. C'est-à-dire, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire dans mon troisième point de vue, c'est-à-dire que elle est créatrice de normes. Et en disant qu'elle est créatrice de normes, en lisant ce texte, je me suis demandé, au fond, est-ce que ça ne transgresse pas le principe, du sophisme naturalisme de Hume? C'est-à-dire que si quelque chose en dehors d'un jugement normatif est capable de créer des normes, à ce moment-là, c'est capable aussi de créer des valeurs par elle-même. Donc ça n'était pas si éloigné de la position de Canguilhem. Voilà. Donc, la parole est à la salle, hein, donc vous pouvez poser vos questions à Francis. Moi, ce que j'ai appelé un peu l'approche culturelle, hein, donc c'est un peu dans les termes, en sorte qu'on peut dire d'un pragmatisme à la John Dewey. Je ne sais pas si, c'est-à-dire comment l'homme construit vraiment face à la nature, à ses forces, à ces processus tout à fait aveugles, etc. Quelque chose qui lui rend à la fois vivant et fort. C'est un peu, j'ai appelé ça une approche culturelle, euh, même sociale hein, aussi, hein, donc sociale, culturelle, qui va. Alors, s'il n'y a pas de questions, bon, et, Oh, il serait possible de me les envoyer aussi, si on veut. après, Mais voilà. d'accord. Parce que Est-ce que souvent les gens, c'est je sais pas comment, n'ont pas timidité? l'habitude, voilà, timidité. Une fois, j'ai organisé une conférence et il y avait des étudiants qui sont connectés, mais elle m'a dit, personne n'est intervenu parce qu'ils sont timides.
Donc, Oui. alors là, il y a la question de Mohammed. Je Ah, vais vous la lire dans le chat. où est-ce qu'il est, Mohamed? Alors, Mohamed, ah, alors Mohamed, alors, Alors, Mohamed, de reposer ta question. Oui, 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 Mohamed? Ah, voilà. oui, oui. C'est clair, c'est Hamdi. Saute Oui, واضح, c'est Hamdi. oui, oui, très bien, Ahmed. Parfait. Je peux Fadal, parler? Fadal, vas-y. Oui, oui, vas-y. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse de cette rupture. Pas grave. Bonjour, Monsieur Wolf. Et bonjour, Mohamed. merci. Bon, ma question, c'est que c'est entre la vie, je vais poser une question de comparaison entre la vie des vivants et la vie des concepts. Si on a, vous avez parlé de la métabolisme comme un outil de transformation. Si le métabolisme ici est le moteur de la vie biologique, Mhm. premièrement, peut-on considérer ou bien peut-on parler d'une vie des concepts? Premièrement, si oui, si on peut parler de la vie des concepts, quel rôle de la démonstration ici? Est-ce qu'on peut considérer que la démonstration est un métabolisme pour les concepts, entre deux guillemets? Euh, Deuxièmement, peut-on parler, on a dit, peut-on parler de la vie des concepts? Euh, Peut-on alors comparer la vie des vivants avec la vie des concepts dans leur dynamisme interne? C'est ça ma question et merci. Alors, merci Mohamed pour cette question. Alors, oui, on peut parler de la vie des concepts au sens où on parle de la vie des vivants. C'est exactement le premier ma première des trois perspectives. Quand on considère, quand on parle de la vie au sens de la dynamique d'apparition, transformation, adaptation, euh, et jusqu'à la disparition, c'est exactement le processus par lequel se transmettent, se transforment, s'adaptent les concepts. Ils naissent à certains moments, dans certains contextes culturels, ils s'adaptent à d'autres contextes culturels, certains contextes qui ont été inventés au Moyen Âge, dans un contexte chrétien ou dans un contexte islamique, ensuite a vécu sa vie, s'est transmis au XVIIe siècle, s'est transmis à Descartes, par exemple, et qui en a fait autre chose, etc. Donc ce processus est exactement semblable au processus de la vie elle-même, en ce sens qu'elle est apparition, adaptation au milieu, adaptation de la même façon que les concepts s'adaptent à des contextes, ils se transforment et ils se maintiennent jusqu'à temps qu'ils perdent toute raison d'être et qu'ils meurent. Donc la métaphore, ou plus exactement le parallèle, me semble légitime au premier sens du mot vie. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie alors tous euh, de votre. Alors, il y a Hersfeld qui nous dit merci pour cette intervention passionnante. Bonsoir à tous. Eh bien, Merci, merci Chris. merci, merci à vous tous. Juste une question, où est-ce que vous vous situez les uns et les autres? Dans quel pays? Tous en Tunisie? Alors, non, Tunisie, Maroc,
Liban, et bien sûr en France, en Europe, et D'accord. l'Algérie aussi, Alger 2 avec l'Azhar et Reyhan. Donc on a partout, on est partout, c'est-à-dire hein, surtout des étudiants, des chercheurs qui appartiennent à des départements de philo dans des universités maghrébines de façon générale. Alors Yves Serra nous dit bonjour, merci. Et Jinan, par exemple, elle est du Liban. Et voilà, donc il y a par exemple, Mohamed, c'est un de mes doctorants, c'est un mathématicien, c'est un professeur de mathématiques. C'est pour ça cette question, elle reflétait un peu sa spécialité. D'accord. D'accord. Et il est où, Mohamed? Alors, Mohamed, il est à Tunis. Il est Tunis. D'accord. Tunis. D'accord. Donc, Et, c'est et un il peu a. le réseau de la revue Al-Mukhatabat qui est un peu partout dans les pays arabes et bien sûr dans le monde. Voilà. D'accord. Et il y a un certain nombre de tes doctorants aussi, d'autres doctorants Euh, ici. oui, oui, oui. D'accord. Donc, Bon, ben, j'ai une doctorante qui travaille sur Quine. Elle a fait une thèse sur l'ontologie de Quine. d'accord. Arabe. C'est-à-dire, les thèses se font en tunisien, en arabe, en général, D'accord. et puis en français. Et voilà. Bah écoute, Surtout que c'est des merci. gens qui suivent la revue Oui, Al-Mukhatabat, je qui comprends. depuis longtemps, Une qui a revue plutôt de philosophie analytique alors. de logique, d'épistémologie, de philosophie des sciences, de philosophe. Et bien sûr, on s'ouvre sur les sciences sociales et sur les arts et les technologies. Mais en priorité, on publie des études dans le domaine de la logique, la philosophie analytique et la philosophie des sciences. Très bien. Alors écoute, il me reste à te remercier, Hamdi, pour ton invitation et te souhaiter le meilleur pour la suite des conférences. Vous avez d'autres conférences en provision là? Absolument, nous avons une conférence avec l'Azhari Rehani. Ça va être le 17 novembre qui va nous parler du vocabulaire de l'être dans la pensée philosophique arabe. Je pense que ça va être en français parce que c'est un séminaire trilingue, donc on peut intervenir dans les trois langues qui sont les trois langues de la revue. Très bien. Merci encore Mais et bonne soirée à vous tous. merci Francis, merci à tout le monde. Je vous dis à très bientôt, le 17, donc avec Lazare Rehmani d'Alger 2, qui va nous parler du vocabulaire de l'être dans la pensée philosophique arabe. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.